Bienvenue dans Un dodo à la fois, le podcast dédié au sommeil des enfants. Dans Un dodo à la fois, j'interviewe des parents afin qu'ils nous racontent leur histoire avec le sommeil de leur enfant. Parce que derrière chaque enfant qui dort, ou pas, il y a des parents qui tâtonnent et essayent et se remettent en question. On aborde aussi chaque mois des difficultés spécifiques que vous pourrez rencontrer un jour et je vous apporte plein d'infos pour mieux comprendre ce qui gêne le dodo de votre enfant. Et enfin, j'interviewe des professionnels de la petite enfance qui nous ouvrent de nouvelles pistes de réflexion sur tout ce qui peut impacter et améliorer le sommeil. Je m'appelle Mégane, maman de Mathieu, je suis consultante en sommeil des enfants et spécialiste du bien-être maternel. La mission de ce podcast, vous redonner confiance en tant que parent et vous rappeler que vous faites de votre mieux un dodo à la fois. Partagez les épisodes qui vous aident aux parents que vous connaissez et on se retrouve ensuite sur le compte Instagram megane.m. Bonne écoute! Cette semaine, sur Un dodo à la fois, je suis avec Camille. Salut Camille! Salut Mégane! Je t'accueille en tant que professionnelle aujourd'hui sur le podcast car tu es coach de vie et décothérapeute spécialisée en neuroarchitecture. Ça va être passionnant. Tu es aussi maman de 2 enfants et c'est une amie qui m'a parlé de toi. Coucou Joy. J'ai été très curieuse de découvrir tout ce que tu partageais comme info sur l'aménagement de la chambre des enfants car comme on va le voir ensemble, il y a plein d'éléments qui peuvent jouer sur le sommeil. Déjà ma première question, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton travail et comment ça t'est venu ? Alors, pour t'en dire un peu plus sur mon travail, j'accompagne principalement les familles à observer leur maison autrement. Et comment ça se passe ? Ça se passe, on va essayer de comprendre en quoi leur environnement va influencer à la fois leur bien-être, à la fois leurs émotions et aussi le sommeil. Parce qu'on pense souvent en fait que notre maison est neutre, que c'est qu'un lieu. Et en fait, voilà, ce n'est jamais juste un lieu. Il n'y a pas de hasard. La maison dans laquelle on vit aujourd'hui, la maison dans laquelle la façon dont on l'a aménagée raconte tellement de choses. L'environnement, en fait, envoie en permanence des informations à notre cerveau, quoi. Et moi, en fait, je vais avec les familles lire ce qui se passe chez eux et aussi en fait ce qui se passe en eux. La façon dont on aménage notre intérieur est le reflet de qui on est et de ce qu'on vit à l'intérieur de soi, c'est ça ? Complètement, voilà. Okay. Tu as complètement raison, quoi. Voilà, si on parle des chambres d'enfants, quoi, la chambre d'enfant, quand elle va influencer énormément le sommeil de l'enfant, les émotions de l'enfant, la façon dont elle va être décorée, les couleurs qui vont être utilisées. S'il y a énormément de jouets visibles, ça peut maintenir le cerveau de l'enfant en alerte. Le coucher sera aussi forcément plus difficile. Et à l'inverse, si on a une chambre avec des couleurs plus douces, plus apaisantes, ou visuellement, en fait, même nous, on se sent bien en tant qu'adulte, l'enfant, voilà, sera forcément plus apaisé. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on va regarder ensemble. Et ça, c'est la neuroarchitecture. C'est comprendre comment la lumière, comment les couleurs, comment l'aménagement d'une pièce, comment la circulation dans une pièce vont impacter notre système nerveux. Et je travaille aussi avec la psychologie de l'habitat. Donc là, c'est un autre outil que j'utilise, c'est un autre niveau de lecture. On va regarder ce que la maison raconte de ce que l'on vit, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de ce que la famille vit, de ce que la famille traverse. Et une maison qui sera, par exemple, très encombrée peut refléter une charge mentale importante. Une chambre d'adulte où on est venu y ajouter un bureau, quoi. Ça peut aussi brouiller ce qu'on veut y faire dans un espace, normalement une chambre où c'est purement le sommeil, le repos, quoi. Mmh. Là, voilà, le cerveau, lui, vu qu'il capte tout ce qui se passe autour, sera forcément en alerte. Donc voilà, ça c'est la psychologie de l'habitat. Et par exemple, un enfant qui veut pas aller dans sa chambre, c'est pas juste un caprice, c'est peut-être aussi ce besoin de se sentir rassuré, de rester proche de ses parents. Mmh. Donc voilà, en fonction du discours aussi, comment les parents vont
vont me raconter leur quotidien moi, avec l'environnement, avec ce que je lis dans l'espace, j'arrive à comprendre énormément de choses. Donc mon travail, c'est purement, j'utilise l'environnement comme un miroir de ce que les familles traversent. OK. Du coup, tu te déplaces chez les familles pour voir ou tu Pas fais forcément. avec des Je peux photos? aussi le faire en ligne, OK. et au travers des photos, on voit plein de choses. Mmh. Et aussi pour mes clients, quand je leur demande de prendre une photo, eux, ça leur permet de prendre du recul Mmh. et en fait de voir leur espace autrement. Et souvent, ils me disent: «En fait, j'avais jamais vu, qu'il y avait ça dans cette chambre» ou «Oui, quand je regarde la photo, bah, tout de suite, ça me fait penser à ça» et je le voyais pas. Parce qu'en Mmh. fait, on est tellement On est habitués dedans. Mmh. tout le temps, en fait, c'est notre quotidien. On voit plus, on voit plus. Donc prendre du recul. Donc ça, c'est, j'aime beaucoup le faire à distance aussi et faire cet exercice aux personnes. Et du coup, quel lien avec ton rôle de maman? C'était ton métier à l'origine et tu l'as appliqué sur tes enfants, les pauvres, des cobayes, mais tu l'as appliqué, à travers les difficultés de tes enfants ou c'est la naissance de tes enfants qui t'a fait prendre ce chemin-là? Alors, c'est complètement la naissance de mes enfants, OK. Avant, j'étais RH, donc on peut se dire rien à voir, sauf que si, j'ai toujours été dans l'accompagnement, Mmh. dans l'échange, dans l'humain, dans essayer de comprendre les personnes, que ce soit au travers du recrutement, des formations, de les faire évoluer, de les écouter. Donc ça m'a passionnée, les ressources humaines et puis, en fait, petit à petit, voilà, j'en ai eu marre des règles, des politiques RH et je voyais que j'avais cette facilité d'écouter, d'aider les personnes aussi à comprendre, ce qu'elles vivaient, mais dans le cadre, purement entreprise, voilà, moi je m'y retrouvais plus et petit à petit, en fait, j'ai eu ma deuxième fille, on a déménagé. On a rencontré des problématiques de sommeil. Moi, j'ai toujours été passionnée de déco, d'environnement. Au travers de tous mes, déménagements, j'ai toujours pris soin de déménager avec un minimum d'affaires, un minimum de déco pour me recréer mon Mmh. cocon. Donc l'environnement a toujours été présent, et quand j'ai décidé de me reconvertir, je me suis dit: «OK, je pars dans la déco, je quitte les RH, je quitte l'humain et là, je pars sur toute autre chose». Et en fait, je me suis formée en déco et après j'ai, découvert le domaine de la décothérapie, le domaine de la neuroarchitecture et j'ai voulu mettre du sens dans: «OK, je décore, mais pourquoi je décore?» Mmh, donc tu remis de l'humain, Voilà, remis de l'humain, remis du sens et pourquoi je choisis cette couleur, comment va influencer moi, mon ressenti, mes émotions et c'est en aussi, découvrant toutes les problématiques de sommeil de ma deuxième où je me suis dit: «Il y a quelque chose à faire avec sa chambre». Parce qu'au début, en fait, voilà, j'essayais de chercher purement, une problématique. OK, pourquoi elle dort pas? Et là, je me suis ouvert à plein de jeux de thérapie, en parallèle de voilà, purement la médecine. D'ailleurs, j'avais écouté un de tes podcasts où tu as reçu une personne qui a rencontré des problématiques de sommeil et ça a énormément fait écho en moi, parce que là, j'ai découvert, la médecine chinoise, l'énergétique, mmh. la parole au bébé. Et comme moi, en parallèle, là, j'étais en train de me former à tout ce qui était neuroarchitecture, j'ai testé avec mes filles, le positionnement du lit, les couleurs, essayer qu'il y ait le moins de choses, visuelles dans sa chambre pour qu'elle soit le plus apaisée. Tout ce que je sais, j'ai envie de le transmettre et je me dis: «OK, maintenant, j'ai envie d'accompagner les familles à vivre autrement et à comprendre comment leur environnement peut les aider dans leur quotidien». Super. Qu'est-ce que tu vivais comme problématique de sommeil avec ta fille? Ou avec tes filles, du coup? La deuxième, ça a surtout été OK. la deuxième. Donc mes 2 filles sont rapprochées quand j'ai eu donc elles ont 2 ans d'écart. Quand j'ai eu ma deuxième, à l'époque, donc elle n'avait pas de chambre. Donc elle dormait, avec nous, cododo, mais ça a toujours été, de toute façon, un souhait de notre part. Et en fait, elle se réveillait toutes les, 1 heure, toutes les 1 heure 30. Et bah, je l'ai allaitée. Les premiers mois en fait, tu prends sur toi et c'est normal qu'un bébé se réveille autant, qu'un bébé, pleure autant, Mais petit à petit, après, je pense à partir de 6 mois où là, en fait, on était
tu vois, on commençait aussi à se dire: «OK, tu as entendu parler du mot dette de sommeil», et tout l'impact, en fait, que le manque de sommeil peut, comment ça va impacter aussi ton enfant, surtout le développement de ton enfant. Donc là, j'ai commencé à lire, à me renseigner. Est-ce que ça vient de son alimentation? Est-ce que voilà, enfin, il y avait le sommeil parce qu'elle ne dormait pas, mais aussi les pleurs qui étaient très intenses. OK. Et en fait, c'était un bébé, pleine d'énergie, qui refoulait, voilà, tout, quoi. Mais je pourrais pas te dire, s'il y a eu un élément, tu vois, déclencheur où j'ai tellement consulté de thérapeutes, j'ai tellement, voilà, testé plein de choses que c'est aussi, tu vois, en avançant, en tâtonnant qu'on a réussi, aujourd'hui, elle a 4 ans. Elle nous fait des nuits complètes, là, je touche du bois. Mais voilà, voilà, le fait de grandir aussi aide beaucoup, quoi. Mais voilà, j'ai connu les terreurs nocturnes avec ma deuxième, jamais avec ma première. Voilà, chaque enfant est différent, quoi. Les terreurs nocturnes et la fatigue, c'est beaucoup lié, hein. Plus il y a de fatigue et plus il y a de chances de faire des terreurs nocturnes. Ouais, et il y a aussi, voilà, beaucoup d'émotionnel. Ma deuxième, enfin, voilà, elle pense beaucoup, voilà, je vois que la gestion de ses émotions est extrêmement difficile, donc je sais que quand elle a une journée intense, automatiquement, ça va se refléter, dans son sommeil. Ce qui est logique. Oui. Et à la fois sur l'endormissement, à la fois sur les réveils. Ce qui se passe pendant la journée impacte toujours la nuit. Complètement, complètement, et vice versa. Plus tu auras aussi une nuit, sereine, apaisée, plus le lendemain, tu te lèveras, tu vois, du bon pied. Ouais. Et capable de gérer du coup et d'accueillir toutes les émotions. Toutes les émotions. Ouais. Donc voilà, je pense que quand tu es passé par toutes ces difficultés de sommeil, problématiques de réveil fréquent, là tu comprends, voilà, ce que peuvent vivre les autres parents, quoi. Parce que finalement, quand je parlais de tout ça, autour de moi, il y avait pas tant de personnes qui, tu vois, qui avaient vécu la même chose et on se comprenait pas, quoi. Je dis: «Bah oui, c'est dur, mais en même temps, c'est un bébé». Oui, mais non. Il y a des niveaux de difficulté. C'est pas une compétition, loin de là, mais c'est vrai que les vécus de parentalité sont complètement différents entre un bébé qui dort et un bébé qui dort pas. Ouais. Ça impacte tout. Enfin, clairement, le sommeil, et il y a qu'un parent en difficulté de sommeil qui peut comprendre tout ça. La privation de sommeil, c'est terrible. Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu écoutais beaucoup les parents et l'histoire du coup qu'ils pouvaient te raconter sur eux-mêmes, sur leur famille, sur leur vécu. Quelle place, toi, tu accordes à l'histoire de l'enfant et le rôle qu'elle joue dans son interaction avec le monde? Alors pour moi, l'histoire de l'enfance, elle est centrale. Elle est centrale dans mes accompagnements parce que chaque enfant, quoi, arrive avec son histoire, vraiment arrive avec sa propre histoire, avec sa sensibilité, avec son tempérament, quoi. Et voilà, je l'ai vécu, expérimenté avec mes 2 filles, qui ont des, caractères complètement différents. Et en fait, tout cela va, influencer dans la manière dont ils vont interagir, avec le monde qui les entoure. Et par exemple, un enfant qui est arrivé par césarienne, ou qui est arrivé, tu vois, avec, des forceps ou l'accouchement a été compliqué, forcément, ça va influencer, plein de choses sur, ses émotions, sur son comportement, sur son sommeil. Donc en fait, dans mes accompagnements, je vais toujours, mes premières questions, c'est, comment s'est passé, voilà, les premiers mois de grossesse, comment se sont passés aussi, comment s'est passé l'accouchement, comment s'est passé les premiers mois de vie. Je reviens en fait sur tout le parcours. Parce que voilà, il y a tellement aussi d'émotionnel qui rentre en jeu, et le bébé in utero ressent tout, de ce que la maman vit. Et ça, c'est encore trop peu connu. Voilà, un stress qui a été vécu pendant la grossesse, le bébé le ressent, quoi, et ça peut aussi, influencer derrière plein de choses. Donc voilà, je prends en compte vraiment tout cet avant, quoi, dans mes accompagnements pour comprendre en fait comment, voilà, l'enfant, est arrivé, et comment en fait, il vit aujourd'hui, comment est-ce qu'il se comporte. Il y a plein de choses qui ressortent et c'est plein de petites choses que moi dont je vais, tu vois, écouter, me servir pour après essayer de comprendre, voilà, pourquoi l'enfant se comporte comme ça aujourd'hui et pourquoi son sommeil est compliqué.
Qu'est-ce que tu vas apporter toi comme outil derrière? Une fois que tu as cette information-là d'une difficulté qui est vécue, pendant la grossesse, accouchement, postpartum, du coup, tu vas faire le lien avec des difficultés que vit l'enfant potentiellement actuellement et après, qu'est-ce que tu en fais de ces Ouais. informations-là? Des fois, il y a des prises de conscience, enfin souvent, il y a des prises de conscience de: «Ah oui, mais en fait, ma grossesse, elle a été stressante. Ah oui, mais en fait, l'accouchement, il s'est pas passé, si bien que ça, quoi et bah oui, tu vois, il y a eu voilà, code rouge ou alerte et bah, en fait, là, non, j'étais stressée et donc tu vois, quand on met rien que le doigt dessus, et qu'on libère la Mmh. parole, la maman en prend conscience, et après aussi, c'est en faire prendre conscience à l'enfant, donc si c'est un petit bébé, rien que, tu vois, Lui lui raconter. parler, Mmh. lui raconter l'accouchement, comment c'est passé et lui dire: «En fait, aujourd'hui, tout va bien», et puis ses émotions aussi, des fois, elles appartiennent qu'à la maman, donc rien que l'exprimer, Mmh. libérer la parole, ça, c'est extrêmement, puissant, Mmh. donc la maman le comprend, l'enfant l'écoute, le comprend, et après ça va être aussi faire des, changements dans la chambre, parce que des fois il y a des couleurs, là, tu vois, je regarde ton mur qui est, terracotta abricot, C'est une couleur qu'on va conseiller, aux bébés, aux enfants, tu vois, qui arrivent, parce que c'est une couleur qu'ils vont ressentir in utero, c'est cette couleur. Parce qu'eux, les enfants ne développent pas encore, tu vois, la vue, la vision, mais ils ressentent la couleur, on la ressent, et eux, au doigt, ressentent, bah, la couleur abricot, de la peau, tu vois, in utero de la maman. Donc c'est une couleur qu'on va privilégier si la grossesse s'est bien passée. En revanche, s'il y a eu un stress pendant la grossesse ou un stress pendant l'accouchement, tu vois, cette couleur, elle va ne faire que refléter, bah, en Mmh. fait, la grossesse, elle était stressante et le bébé voit cette couleur au quotidien dans sa chambre, donc ça lui rappelle, le stress qu'il a pu vivre, in utero. Du coup, il faut attendre de vivre l'accouchement avant de peindre la chambre de l'enfant? C'est ce qui est conseillé. C'est vrai? Oui. Oh là là. Ouais. On se dit toujours: «Il faut faire le nid, il faut préparer la chambre», en plus, selon les peintures qu'on utilise, on se dit qu'il faut attendre, voilà, plus ou moins Tant de temps, longtemps, oui. généralement 2 mois pour être sûr que pour Mmh. certaines peintures, être sûr que les vapeurs, s'évaporent et cetera. Mmh. Donc du coup, il faut, vivre la grossesse, dès qu'on se sent peindre et après, de toute façon, les recommandations, c'est, avec les parents, enfin dans la chambre parentale pendant les 6 Oui. premiers mois. Donc, vous avez le temps de peindre la chambre Clairement, de l'enfant. oui. Ouais. Et de Clairement d'y décider penser après. et au début, l'enfant n'a pas besoin de couleur, Mmh. alors, voilà, pas un blanc froid, mais tu vois, ça peut être juste un blanc chaud, un blanc crème et après, voilà, si tout s'est bien passé, bah, là, tu vois, on pourra, partir sur un terracotta, Mmh. et après, voilà, ça va être d'autres couleurs pour essayer de le rassurer, mais pareil, oui, tu vois, on en reparlera du cododo, de l'enfant qui dort dans la chambre. Mais dans la chambre de l'adulte, si, je reçois des personnes qui font du cododo, je vais aller regarder, tu vois, la chambre parentale, comment elle est, où le cododo est positionné, si c'est un rouge vif sur le mur de la chambre, tu vois, des parents, tu vois, le vif, c'est, enfin, Mmh. le rouge, c'est le feu, c'est pas du tout une couleur qui va t'inviter à t'apaiser, à te reposer, à déconnecter. Donc voilà, je regarde aussi, l'aménagement de la chambre des parents, OK. Du coup, tu la même grille de lecture pour une chambre d'enfant-enfant qu'avec une chambre, Pas partagée avec un cododo? alors, Quand je dis cododo, ça peut être, lit, cododo, collé comme, partage de lit, bah, peu là, en importe. fait, ce qu'on va regarder, c'est OK, quel est l'objectif de la famille? Si c'est voilà, en fonction de la problématique, mais si l'enfant dort avec les parents, bah, l'objectif sera que l'enfant, tu vois, dorme. Donc je vais conseiller des couleurs, pour l'enfant, Mais tu vois, un enfant qui est encore, enfin immature, qui va pas développé encore son cerveau conscient, voilà, c'est pas la même grille de lecture, Mmh. mais la chambre, je vais d'abord l'adapter pour l'enfant, Mmh. et après, une fois que l'enfant aura sa propre chambre, là, on pourra aussi revoir l'aménagement de la chambre des parents. Parce que pareil, pour les parents aussi, c'est une transition, Voilà, tu te retrouves toi en tant que couple, et voilà, ramener, tu vois, un peu de sensualité, des choses comme ça. Donc, Mmh. on réaménagera aussi, les couleurs de la chambre parentale. OK. Donc voilà, chaque chose, voilà, en son temps, en fonction de la problématique, en fonction, voilà, de l'âge de l'enfant, de l'étape. Et nous, la chambre de Mathieu, notre fils, on a fait un mur, jaune comme sur ton pull là, un Mmh mh. jaune un peu soleil. Mmh. Ça représente quoi comme,
Le jaune, c'est, tu vois, la joie, le soleil, la communication. Donc un enfant, tu vois, ça va l'aider à s'exprimer, à communiquer, à voir le monde, tu vois, avec ce soleil, Mmh. lui donner confiance aussi en lui. OK. Bon, c'était l'objectif, donc tant mieux. Un jaune Ouais. soleil pour apporter de la joie et du soleil. Et du Mmh. coup, quel impact sur le sommeil? Bon ou pas bon? Alors, tout dépend du jaune. Si c'est un jaune, tu vois, pâle, Mmh. c'est bien. Si c'est un jaune, tu vois, trop flashy, là, tu vois, je vais pas conseiller le jaune trop pétant, Mmh. parce que voilà, ça invite un peu moins, tu vois, à Au calme et l'apaisement. OK. Mais le jaune est une très bonne couleur et là, je suis en train de réfléchir à changer la couleur du mur de ma fille qui est en CP et tout justement qui rencontre des difficultés de prendre confiance en elle, tu vois, de prendre sa place et là, je vais lui proposer une palette de jaune, Mmh. tout justement pour, l'aider, à, ouais, avoir confiance en elle Super. et donc là, tu vois, c'est une très bonne couleur et pareil, tu vois, on se pose la question: «OK, de quoi mon enfant a besoin aujourd'hui et quelle couleur je choisis, en conscience?» Du coup, je reviens sur Mmh. l'histoire de l'enfant avant de revenir spécifiquement sur la chambre. Donc tu te bases sur la compréhension du vécu de l'enfant pour comprendre l'enfant et pour ajuster ensuite, tout son environnement, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, une fois que j'ai compris l'histoire de l'enfant, que j'ai compris son tempérament, que j'ai compris ses besoins, on peut ensuite regarder son environnement avec un tout autre regard. Et la chambre, elle n'est pas qu'un espace, esthétique. Ça, vraiment, voilà, c'est à prendre en compte. C'est vraiment un espace qui va envoyer en permanence des informations au cerveau de l'enfant. Et par exemple, on va regarder des éléments très concrets. Où se situe la place, du lit? Comment, lui, l'enfant, où est-ce qu'il va directement dans sa chambre dès qu'il rentre? Aussi, qu'est-ce qu'il voit quand il est allongé dans son lit? Mmh. Ça, j'invite souvent les parents à, en fait, se mettre dans le lit de leur enfant, quoi et regarder, voilà, tout autour et se dire: «Ben, ouais, en fait, la vue est apaisante ou alors au contraire, non, il y a beaucoup trop de choses visuelles, et là, va falloir que je réaménage. Donc on va regarder la lumière, on va regarder les couleurs, la quantité vraiment de stimulation et parfois, il y a des chambres qui sont très jolies. Merci à Pinterest parce que voilà, ça permet aussi d'avoir, plein d'idées. Mais souvent, quand on regarde les chambres sur Pinterest, voilà, elles ne sont C'est trop. pas, voilà, c'est trop ou alors trop peu, hein. Mmh. Parce que tu OK. vois quand, trop de couleurs, trop de choses, ou alors trop peu, on voit de plus en plus, tu vois, des chambres beiges, toutes douces qu'avec des éléments en bois, quoi. Mais l'enfant aussi a besoin, tu vois, de couleurs, de vie pour évoluer, parce que sa chambre, c'est son territoire à lui, c'est voilà, là où il peut être complètement, lui, donc voilà, c'est important aussi d'avoir différents espaces dans la chambre, et de les aménager en fonction, en fait, du comportement de l'enfant, quoi. Donc je pose toujours les questions, voilà, comment se comporte votre enfant, quoi? Et en fonction, bah, voilà, on va lui aménager, des espaces dédiés en fonction, voilà, si c'est un enfant qui est plutôt introverti, qui est plutôt calme ou un enfant qui est très speed, ou qui a du mal à se poser. Donc voilà, l'idée, c'est jamais de tout changer dans la chambre. Ça, vraiment, je le dis, parce qu'il y a beaucoup de parents qui viennent me voir et qui me disent: «Non, mais on vient de repeindre, en fait, sa chambre, on vient de tout réaménager. Là, me dites pas qu'il faut que je change tout». Non, quoi. Mais c'est souvent, en fait, faire des ajustements parfois très simples et ça peut, voilà, déjà échanger beaucoup de choses et parfois aussi, voilà, apaiser le système nerveux de l'enfant. OK. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tu avais évoqué un point essentiel quand on a préparé l'interview, c'est la symbolique de la chambre. Elle Mmh. représente quoi cette chambre pour l'enfant? Alors la chambre, comme je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement, c'est bien plus qu'un endroit où il dort. C'est son premier territoire personnel, et notamment quand les enfants grandissent, quand il y a des invités qui rentrent à la maison, la première chose, que les enfants vont dire: «Tu viens voir ma chambre?» Mmh, c'est vrai. Pour eux, et ils sont fiers, en fait, Mmh. de montrer leur chambre, même quand c'est des copains d'école. En fait, ils sont fiers d'avoir, leur chambre parce que c'est leur territoire à eux. Nous, en tant qu'adultes, notre territoire, c'est l'entièreté de la maison. Les enfants, eux, c'est leur C'est chambre. leur chambre. Donc c'est vraiment un endroit où ils peuvent se retirer du monde, où être, eux-mêmes, tu vois? Rêver, inventer, imaginer et aussi dormir.
Donc voilà, c'est important d'avoir différents espaces, différents lieux dans la chambre, tout justement pour que, l'enfant puisse, vivre et être complètement lui. Et comme le cerveau lit en permanence l'environnement, c'est toujours se poser la question, voilà: «Est-ce que l'environnement est, sécurisant? Est-ce qu'il est apaisant? Est-ce que je peux me détendre dans cet espace?» Et la manière dont la chambre elle est organisée, elle va influencer l'état émotionnel de l'enfant, et on y reviendra peut-être, mais un enfant qui ne voit pas la porte depuis son lit, en fait, il va rester son cerveau va rester en alerte. Il y a plein de petites choses en termes de neuroarchitecture à faire pour que l'enfant se sente en sécurité et puisse dormir tranquillement. C'est quoi la principale chose que tu vas creuser quand un enfant veut pas aller dans sa chambre? La première chose que je vais regarder, c'est le positionnement du lit. OK. Ouais, voir comment, le lit est positionné. Est-ce qu'il a derrière sa tête un mur plein? Ça, pour son besoin de sécurité, c'est extrêmement important, qu'il y ait toujours un mur plein derrière la tête. Mmh. Et après aussi, ce que je préconise, c'est toujours de mettre le lit dans un angle. OK. Parce que l'enfant va se sentir en sécurité Blotti. quand il est contre un angle. Enfin, moi, je vois mes filles à chaque fois, elles vont avoir davantage tendance à se mettre du côté du mur que, tu vois, de l'autre côté. Et même si c'est un lit, un lit de bébé, un lit à barreaux À ou un lit barreaux. cododo, Oui. du coup, ça fait, des angles partout parce que le lit est Oui. fermé, mais on le met quand même contre Mais les murs. ouais. OK. Tu vois, quand je regarde mes premières photos, moi, des chambres de mes filles, j'avais positionné, oui, contre un mur, mais sa tête n'était pas OK. contre le mur. Et OK. donc oui, je préconise, en plus en fait, des barreaux ou de la tête de lit déjà existante du lit, avoir un mur plein. OK. Donc ça, c'est une des premières choses que je regarde. Et après, je vais aller regarder en détail, les couleurs, les aménagements, mais rien que changer des fois le positionnement du lit peut changer tellement de choses. Donc pour toi, un refus, d'aller dans sa chambre pour aller dormir, c'est majoritairement une problématique d'environnement et donc d'insécurité dans sa chambre? Pas que, Pas que. mais c'est aussi se poser la question, pourquoi il veut pas aller dans sa chambre? Est-ce qu'il y joue? Est-ce qu'il y a des jouets qui sont à sa disposition? Ou alors est-ce que si tout est rangé, rien n'est visible, tu Ouais, vois? pas très envie, quoi. Voilà, toi, quand tu rentres en tant qu'adulte dans sa chambre, voilà, où est-ce que tu t'assois? Est-ce que tu as envie de te poser? Est-ce que tu as envie de jouer? Est-ce que aussi tu y vas des fois avec ton enfant jouer, jouer dans la chambre et lui Mmh. montrer que en fait, on se sent bien dans sa chambre, en fait, on peut, y jouer, faire plein de choses. Donc c'est aussi aux parents de peut-être aussi au début, tu vois, changer, ses habitudes et montrer à l'enfant, regarde, là on va se créer notre petit coin lecture, là on va, se poser et voilà, faire des constructions, et voilà, petit à petit, montrer à l'enfant. Et après, les enfants aussi, par mimétisme, apprennent et évoluent énormément, Alors du coup, c'est quoi la balance? Parce que c'est un petit peu difficile de trouver l'équilibre entre, des jouets mais pas trop, des stimulations mais pas trop, des couleurs mais pas trop. Mmh. Comment on trouve l'équilibre? Avant tout, la chambre, c'est quand même le sommeil. La Principalement les personnes qui viennent me voir, c'est avant tout le sommeil. Donc l'idéal pour le sommeil, c'est, que quand l'enfant est couché, il ait le moins possible de jouets visibles depuis son lit. OK. Donc déjà, on va regarder ça et après on va regarder est-ce qu'on peut aménager, tu vois, un petit coin où là, il y aura tous ces jouets. Mais pas visible Mais depuis le lit quand il est couché? voilà, Qu'il les voit pas quand il est c'est ça, allongé dans son lit? Parce que c'est sinon ça. on tentait d'y aller Ouais. OK. Ou alors, tu vois, aménager des choses où quand on a des petites pièces où facilement, tu vois, on peut tirer un rideau pour Mmh. que ça soit pas visible, mais qui est quand même, tu vois, des espaces de jeu. Donc là, pareil, ça va dépendre de l'âge de l'enfant, tu vois, un bébé, clairement, lui, un bébé n'a pas besoin, tu vois, d'avoir, multitude de jouets dans sa chambre. Mais un enfant, tu vois, qui commence, tu vois, entre 2, 3, 4 ans, là, c'est important qu'il ait ces espaces de repos, de lecture, de construction, donc il ait à disposition ses jouets OK. et qu'il soit, tu vois, facilement aussi accessible.
Mais ça, encore une fois aussi, ça va dépendre de l'enfant, de son caractère. Voilà, moi, je vois, j'ai 2 enfants, enfin, complètement, différentes. Une, si je mets trop de choses, à sa vue, elle va, vite être distraite. Mmh. Alors que l'autre, tu vois, elle va avoir besoin, d'avoir accès à tout, D'accord. Donc chaque enfant est différent et chaque chambre doit être différente, c'est ça? oui, ouais, En voilà. fonction de 2 chaque enfants, enfant. tu vois, qui dorment dans la même chambre. Ça peut être des jumeaux, mais en fait, ils sont complètement différents, quoi. Donc on fera 2 aménagements différents, quoi, OK. que chacun ait sa place aussi. Ça, pareil, on peut faire aussi, voilà, plein d'aménagements, pour des frères et sœurs qui sont dans la même chambre et qui puissent avoir chacun leur territoire, chacun, tu vois, leur espace, leur Mmh. couleur. Hem, Oui, parce que ça peut, parfois améliorer la situation de chaque enfant, de les faire dormir ensemble. mmh, Là où parfois certains parents ont peur que, l'un réveille l'autre, que l'un gêne l'autre, en fait, parfois, ils s'apaisent mutuellement de dormir ensemble. Mais du coup, quand même garder un œil sur, est-ce que chacun a son espace, ouais, et avec un espace qui répond à ses besoins spécifiques. voilà, ouais. Est-ce que chacun a sa place? On va du coup rentrer un peu plus dans le vif du sujet et voir ensemble, essayer de faire une liste, non exhaustive de tous les éléments de la chambre qui peuvent, Mmh. impacter le sommeil. On va faire un petit, vrai-faux sur certaines choses que moi j'aborde en consultation et du coup tu pourras ajouter, toutes les autres pistes que les parents, peuvent creuser. Ça Si ça se trouve, marche. je conseille des choses en consultation et tu vas me dire: «Ah non, non, pas du tout». Complètement faux. Alors, on va commencer simple, le mobile au-dessus du lit. Donc moi je dis, éviter. Bon, tu en as un petit peu parlé tout Mmh. à l'heure. Donc éviter, toute, stimulation, tout jouet visible, depuis le lit. Ouais, clairement. Oui, oui. Là, je te rejoins, quoi. Le mobile, je pense que c'est plus aussi pour les parents. Ça, c'est beau dans la chambre, Mmh. tu vois, on voit ça sur Pinterest, un joli mobile. Mais en fait, l'enfant, tu vois, quand il est dans son lit, qu'est-ce qu'il voit du mobile? Enfin, nous, quand on le voit de loin, on dit: «Ouais, c'est beau», Mmh. mais l'enfant, il est allongé, tu vois, il voit pas grand-chose et en fait, avoir quelque chose au-dessus de sa tête, clairement, c'est non parce que, déjà, si c'est en mouvement, pour que l'enfant réussisse du coup à À à décrocher. s'endormir, à Mmh. décrocher, non, quoi. Et après, il y a une partie aussi du cerveau de l'enfant ça, sa partie inconsciente qui est pas encore, développée et lui, l'enfant, il sait pas que le mobile ne tombera pas, que le mobile, tu vois, Mmh. pèse peu, quoi. Pour lui, c'est un danger. Donc en fait, le cerveau ne permettra pas à l'enfant de s'endormir et encore moins d'avoir un sommeil réparateur. Nous, adultes, on va pouvoir s'endormir, on sait que en fait, ça pèse pas grand-chose, au pire ça tombe, toi, tu as un petit bleu sur Mmh. toi, quoi. Mais l'enfant oui, Et encore. Je pense que instinctivement, oui, effectivement, ça joue quand même, même adulte. Mais tu vois, ça, j'y avais jamais pensé. Un enfant en fait, c'est se mettre à la place de l'enfant, mais c'est tellement difficile parce que pour nous, c'est évident que le oui. mobile, il va pas tomber et que Mmh. mais en fait, mais Mmh. s'il tombe, bah oui, il est Mmh. tout petit, il sait pas que le Non, mobile, il va rester non, accroché, non, non. Ils mmh, sont et notre cerveau est toujours bien fait, tu vois? Et notre cerveau est là pour nous, tu vois, nous n'empêcher de tout protéger. nous protéger de tout danger. Mmh. Mais le cerveau de l'enfant bah, lui Il fait ne sait pas, pareil. tu Ouais, il vois? fait pareil, mais du Mmh. coup, il est pas capable de se raisonner. Rationaliser, tu Ouais, vois? de Il rationalise pas la rationaliser, situation bien et il sûr. sait pas. Bon, du coup, sur le même sujet, même si, c'est toi qui l'as abordé et que maintenant, je connais bien la réponse, les lits cabanes avec Ouais. la barre au-dessus du lit, pareil, du coup? Alors, les lits cabanes, tu as 2 sortes de lits cabanes. Tu as des lits cabanes où tu as, tu vois, La barre au-dessus. tout vraiment horizontal, tout le long, quoi. Mmh. En fait, ça, non, je ne recommande pas, quoi. Et voilà, je suis moi-même, très bien placée pour, ne pas le recommander. Ma grande d'ailleurs a toujours son lit cabane Mmh. et Moi aussi. je dois lui changer, je le sais. Mais elle a trouvé l'astuce de se déplacer. OK. Tu vois, elle dort vraiment en fait, elle ne dort pas sous la barre. Sous la barre. Elle dort sur le côté, contre le mur et puis, en fait, pour éviter la barre. OK. C'est, tu vois, c'est purement, tu vois, inconscient, mais elle évite la barre. Et alors, par contre, les lits cabanes, tu vois, je peux les recommander parce que tu as cet espace de petite cabane, refuge et on se sent bien, tu vois, dans un lit cabane aussi quand tu rajoutes un ciel de lit. OK. Tu te sens bien dessous, mais voilà, faut privilégier les lits cabanes qui ont cette barre juste horizontale au milieu. Ah, elle est Elle est perpendiculaire au perpendiculaire, lit. OK, oui. Et d'accord. ça, bah, du coup, ça gêne pas parce que ta barre perpendiculaire, elle va être au milieu, enfin, Oui. tu vois, arriver sur tes jambes.
Elle est pas au-dessus de ta tête. Non, ouais. D'accord. Après, encore une fois, si ton enfant dort bien dans son lit, en fait, change rien. Là, le but, c'est d'avoir des petites choses auxquelles faire attention pour, sécuriser au maximum l'enfant Ouais. et du coup, ciel de lit, oui. C'est pas Ciel un de lit, objet qui va être, potentiellement au-dessus de j'invite toujours, tu vois, les parents à tester, et se mettre, tu vois, dans le lit, tester le ciel de lit. Mais si c'est du lin, si c'est une matière, tu vois, toute douce. Après, c'est, tu vois, toujours important de voir la porte d'entrée. Donc quand tu es dans ton lit, tu mets ton ciel de lit, que l'enfant ait bien vue sur la porte d'entrée. OK. Ouais, nous, notre ciel de lit, il fait le tour des 2 murs contre le lit. On a le lit dans Ouais, l'angle et du d'accord. coup, le ciel de lit, il habille, en fait, les 2 Mmh. murs, autour, Ouais. mais du coup, on le ferme pas, il est toujours ouvert, et du coup, je me posais la question, voilà, quand j'ai suivi Ouais, un petit peu ton travail, je me suis dit: «Mais oui. du coup, ciel de lit ou pas ciel de lit?» Mmh. Non, tu vois, je dis oui pour le ciel de lit. Ciel de lit, oui. Oui. En termes de décoration, du coup, moi, généralement, en consultation, je dis, pas de tapisserie ultra chargée ou de tableau trop chargé, parce que ça fait trop d'informations et trop de stimulation pour dormir. Exact. Ouais, Vrai ou ouais. faux? Là, c'est vrai que le cerveau de l'enfant, comme tu vois, il analyse tout, et tu vois, des fois, je retrouve des tapisseries avec, des animaux de la forêt, tu vois, des lions, des tigres et en fait, l'imaginaire de l'enfant, quand tu poses la question, à l'enfant, mais par exemple, un enfant qui fait des cauchemars: «Mais tu as peur de quoi la nuit?» Mmh. «En fait, j'ai peur du tigre». Mmh. Bah, oui. Et plusieurs fois en séance, le parent n'avait jamais, tu vois, entendu ça de la bouche de son enfant, et en fait, l'enfant a juste peur de sa tapisserie. Ouais, d'accord. Voilà, nous, on pense que c'est voilà, enfin, bien sûr, à adultes, bah, c'est des animaux imaginaires, qui font pas peur, mais une fois que, toi, que tu es dans la nuit, la pénombre, l'enfant, lui, son imaginaire part dans tous les sens. Mmh. Donc c'est, tu vois, avoir des tableaux, avoir des tapisseries, dans lesquelles l'enfant, se sente, tu vois, bien en sécurité, apaisé. Mmh. Donc voilà, toujours bien, analyser les tableaux, ce qu'il y a sur les tableaux et Et si possible, pas visible, pareil, si depuis possible, le voilà, oui, ouais, pas visible ou alors, voilà, si c'est visible, que ce soit pas trop stimulant ouais, pour l'enfant, OK. Mais après, tu vois, les animaux, moi, pour les problématiques de sommeil de ma deuxième fille, le fait qu'elle soit toute seule dans sa chambre, elle se sentait, tu vois, seule et je lui ai rajouté, des stickers, avec des animaux et avec un arbre, avec un tronc d'arbre et des animaux, tu vois? Il y a une balançoire, qui se balance. J'ai rajouté, tu vois, une histoire, un discours autour de cela, pour lui dire: «En fait, tu vois, ta chambre, tu as plein de copains, plein d'amis». Mmh. C'est les animaux qu'elle connaît. Oui, Ouais. Tu l'as fait en conscience, enfin, par rapport à son besoin à oui, elle. voilà. Et on parlait du lit, donc lit effectivement qui a vue sur la porte. Alors moi j'avais entendu en formation qu'il fallait, mettre quand même le lit suffisamment loin de la fenêtre et du radiateur. Je pense que c'était plus pour des raisons de flux d'air. Mmh. Toi tu conseilles quoi par rapport à ça? Pareil, tu vois? Alors moi, je vais raisonner aussi en termes d'énergétique, mais quand tu regardes l'énergie, comment elle circule dans une pièce, tu vas regarder en fonction, bah, de toutes les ouvertures de la pièce, la porte d'entrée, les fenêtres et donc éviter de mettre ton lit dans le courant d'air. Mmh. Tu dessines ta chambre et tu dessines, en fait, le flux qui passe entre toutes les ouvertures et tu positionnes ton lit dans un, voilà, recoin, et après aussi éviter d'avoir les pieds, face à la porte d'entrée parce que dans ta mémoire cellulaire, c'est ancré voilà, c'est la fin de vie Pas quand les tu pieds vers la sortie, pars quoi. les pieds vers la sortie. OK. Bah, plusieurs petites choses à regarder, Et on est et d'accord que c'est pas toujours évident de ah, concilier tous ces non, éléments-là. Enfin, dans un coin, loin de la porte, loin de la fenêtre, mais vue sur c'est la porte, mais pas les c'est pieds vers la parfois porte, un mais casse-tête heu, et on arrive toujours. du coup, comment on fait, évoluer la chambre en fonction de l'âge de l'enfant? On commence par quels Mmh. éléments, dans quel type de chambre, avec quelle couleur et après comment ça évolue? Alors, quand l'enfant est bébé, on va d'abord chercher à lui créer un environnement qui va être sécurisant, qui va être simple visuellement, Donc on en parlait tout à l'heure, les couleurs dans un premier temps, c'est pas primordial. Hem Et l'objectif, c'est vraiment que, voilà, petit à petit, son cerveau va découvrir le monde et va traiter déjà énormément d'informations. Donc moins on en met, mieux c'est pour les bébés.
Donc on part un peu, minimaliste et après on rajoute des choses, c'est ça? Bah, le bébé, de toute façon, il a besoin de son lit, de ses parents aussi, tu vois, à proximité, mais clairement, voilà, pas plus. Mmh. Et après, c'est voilà, quand, au fur et à mesure, il y a toujours alors, tu vois, des âges où l'enfant, où la chambre va permettre à l'enfant, de l'accompagner dans son développement, quoi. Notamment, ça peut être la transition quand l'enfant va être gardé. L'enfant va évoluer avec, d'autres enfants, quoi. Donc ça va être on va pouvoir aménager sa chambre, tu vois, différemment et gérer cette transition, quoi, avec des espaces, avec, on peut rajouter aussi des photos des parents pour bien lui montrer, ben, en fait, papa et maman, ils sont toujours présents. Il va y avoir la petite section, quoi, l'entrée à l'école. Ça, c'est aussi une grande étape. Donc ça peut être aussi, tu vois, changer le lit, passer, d'un lit, à barreaux, quoi, à un lit, en fait, de grand. Changer aussi les couleurs, changer les espaces, les jouets. Toujours, en fait, se poser la question, est-ce que là, tous les jouets qui sont dans la chambre de mon enfant correspondent à son âge? Est-ce qu'il y joue encore? Est-ce qu'il en a encore besoin? Quoi. Mmh. Donc voilà, les grandes étapes, ça va être l'entrée en petite section, l'entrée en CP, parce qu'en CP, on va rajouter, tu vois, un bureau et Mmh. l'enfant va commencer à faire ses devoirs. Plein de petites étapes et l'environnement, là, joue un rôle crucial pour accompagner l'enfant, quoi, à tout âge. OK. C'est fou parce que c'est beaucoup de symbolique, au final. C'est que des symboliques. Mmh. Oui, ça reflète en fait, généralement ce que tu vis actuellement, quoi. Donc c'est pour ça que c'est, toujours intéressant de lire en fait un espace, sous, tu vois avec cet outil de psychologie de l'habitat, de comprendre, que veut dire ce tableau, qu'est-ce que ça évoque et en fait son comportement actuel. Qu'est-ce que ça reflète aussi sur son comportement actuel et comment du coup je peux aménager, changer le tableau quoi, pour accompagner au mieux mon enfant quoi. D'accord. Une dernière question? Ouais. Si un parent devait commencer par une chose, ça serait Mmh. quoi? Alors c'est observer vraiment, la chambre sans chercher tout de suite à corriger et vraiment prendre le temps, de regarder avec cet œil, tu vois, cet œil, observateur, cet œil, neuf et comme je le disais au début, j'invite toujours les parents à prendre en photo la chambre de leur enfant. OK. Tu prends la photo quoi et après soit tu la regardes de suite, tu vas te poser, dans le salon, dans Mmh. ton canapé ou alors plus tard et là tu regardes la chambre et tu te dis: «Bon, OK, quels sont les mots, tu vois, qui ressortent en premier quand tu vois cette chambre? Est-ce que, tu te sens bien, tu te sens apaisé ou alors au contraire, il y a trop de stimuli?» Donc c'est vraiment prendre ce recul et au travers d'une photo, quand c'est tellement révélateur. Donc pas aller chercher tout de suite le détail à corriger, mais plus Le le ressenti, tu ressenti, vois? l'ambiance et Mmh. l'émotion d'abord Ouais, quels et sont les mots après, qui ressortent de cette chambre? Et voilà, est-ce que toi, elle te donne envie de dormir? Déjà, quoi. Et voilà, parce que si déjà toi, en tant que parent, tu as pas envie d'aller t'allonger dans le lit, ouais, ton enfant n'ira pas, quoi. OK. Donc voilà, toujours prendre ce recul et après, voilà, c'est, petit à petit, voilà, échanger, discuter, communiquer et d'abord comprendre, pour après pouvoir libérer, voilà, ce qui ne va pas et on fait les changements dans un second temps. OK. Parce qu'un changement sans avoir compris, Mmh. pourquoi on fait changement, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important, tu vois, de changer son environnement en conscience. Le bleu, c'est la couleur, tu vois, de l'introspection, quand on va, tu vois, se recroqueviller sur soi, quoi. Et le vert? Le vert, c'est la couleur de la nature. Il y a pas trop de fautes, tu vois, en OK. mettant du vert. Ouais. C'est souvent, tu vois, conseillé, Mmh. de mettre du vert. OK. Ouais. Les racines, la famille, Facile. ouais. Couleur Oui, facile. oui. Et du coup, en recommandation, s'allonger dans le lit à la place de son enfant. Alors quand c'est pas un petit lit, à barreaux et encore, hein, essayez. Ouais. Rouler en boule dedans et ouais, pour se rendre compte de ce que l'enfant voit Voix, ouais, au de moment où il est allongé dans son ouais, lit. de ce que l'enfant voit et comment, en fait, lui peut se ressentir. Enfin, voilà, si toi, tu es crispé, dans le lit, si tu te sens pas bien, et voilà, écoute ton corps aussi, tu vois? Est-ce que tu arrives à complètement lâcher, te libérer?
écouter son enfant et essayer de faire un pas de côté pour savoir comment on ressent les choses pour adapter à notre enfant en particulier. Écouter et après regarder. Merci beaucoup, Camille, de nous avoir apporté toutes ces informations. J'espère que ça aidera beaucoup de parents. Est-ce que les parents peuvent suivre ton travail et te retrouver sur les réseaux? Bien sûr, je suis sur Instagram pour la plupart du temps, sur camille.concepthome. Je le mettrai dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, à très vite. Merci à toi, Mégane, à bientôt. Vous venez d'écouter un épisode de Un dodo à la fois. Un grand merci pour votre écoute et pour votre soutien. N'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles si cet épisode vous a plu et à le partager autour de vous pour qu'il aide d'autres parents. Pour plus d'infos sur le sommeil, je vous invite à me suivre sur Instagram sous le nom Mégane M, MEGA2NE.M. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. À très vite.